Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Elle portait bien son nom de Dame de Fer, disparition à 87 ans de Margaret Thatcher, hommage de par le monde, mais aussi rappel de sa dureté sociale. L'Élysée en quête d'un choc de confiance. Un projet de loi de moralisation sera présenté le 24 avril. Le patrimoine des ministres va être publié. Les écologistes du gouvernement prennent les devants, mais également au Sénat, Jean-Vincent Placé, le président de leur groupe parlementaire, qui est suivi également sur d'autres rangs politiques. Invité ce soir donc Jean-Vincent Placé avec Catherine Tasca pour le Parti socialiste. Le Sénat qui avance lentement vers le vote du mariage gay. Les intimidations homophobes du week-end ont été évoquées aujourd'hui à la reprise des débats. François Hollande a salué la relation franche et loyale que la France a partagée avec Margaret Thatcher dans les années 80. Même l'Union européenne évoque ses contributions, mais mentionne également ses réserves sur le projet communautaire. La Grande-Bretagne, qui n'organisera pas de funérailles nationales, reste marquée par l'héritage de la Dame de Fer. À noter la réaction du chef des mineurs. C'est un jour merveilleux, dit-il. Je suis ravi. Sandra Cerquera. Ces dernières années, elle ne prenait plus la parole en public, affaiblie par la maladie d'Alzheimer et des crises de démence. Décédée aujourd'hui d'une crise cardiaque à 87 ans, celle que l'on surnommait la Dame de Fer a passé 11 ans à la tête du Royaume-Uni. Un record de longévité et un programme de réformes radicales, privatisation, dérégulation, affaiblissement des syndicats. Aujourd'hui est un jour de grande tristesse pour notre pays. Nous avons perdu un grand Premier ministre, un grand dirigeant et une grande Britannique. En sa qualité de première femme Premier ministre, Margaret Thatcher a réussi envers et contre tout. Son héritage sera le fait qu'elle a si bien servi son pays, elle a même sauvé ce pays en faisant preuve d'un grand courage. Les gens apprendront ce qu'elle a accompli pendant des dizaines d'années et peut-être même dans les siècles à venir. Quand en 1979, elle devient la première femme Premier ministre du monde occidental, la Grande-Bretagne est en grave crise économique. Sa politique de rigueur est mal perçue. Les mineurs sont en grève pendant plus d'un an. D'un pays dominé par le parti travailliste et les luttes syndicales, à l'ère de la City triomphante, beaucoup brocarderont le thatchérisme et ses effets néfastes sur les services sociaux. À tout cela, elle répondra « La dame ne fait jamais marche arrière ». Une intransigeance qu'elle transporte sur la scène internationale. Margaret Thatcher reste célèbre pour son « I want my money back », « Je veux récupérer mon argent », lors d'âpres discussions sur le budget européen. Grande amie de Ronald Reagan, elle n'a que défiance pour l'Union européenne. Son inflexibilité finit par provoquer sa chute. Son parti l'a contraint au départ en 1990. Elle reviendra régulièrement à Downing Street, invitée par tous les premiers ministres, quelque peu admiratif de cette femme qui, bien que controversée, a marqué son époque. Et on se souvient également du mot de François Mitterrand qui avait dit « Et là, la bouche de Marilyn et le regard de Caligula ». Invité du 19 h, Jacques Leruez, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes l'auteur l'an dernier de cet ouvrage, Thatcher, la Dame de Fer. Si je vous demandais une définition de l'adjectif thatchérien. Eh bien, je crois que la définition, c'est fermeté. Fermeté et dans les principes et dans l'application des principes. C'était donc pour vous d'abord un caractère, cette Dame de Fer. Hein par exemple, une citation pour la résumer peut-être. « Je suis pour le consensus », a-t-elle dit un jour. Enfin, le consensus sur ce que je veux faire. Oui, c'est ça. Oui, elle n'aimait pas beaucoup le mot consensus. Parce que précisément, elle estimait que la recherche du consensus, ça avait été un des mots de la Grande-Bretagne avant qu'elle arrive au pouvoir. Et le consensus, de même que ce qu'on considérait comme étant le bipartisme d'après-guerre, notamment dans le domaine économique, a été une des causes du marasme que connaissait la Grande-Bretagne dans les années 70. Alors la fermeté, vous l'avez rappelé, on l'a vu à l'œuvre, tristement d'ailleurs, face aux mineurs en grève, face également aux militants de l'IRA, en grève de la faim également.
Bien sûr, le libéralisme aussi a été sa grande marque de fabrique. L'ultralibéralisme. C'est ce qu'on, oui, l'ultralibéralisme ou le néolibéralisme, comme on veut, c'était effectivement, enfin, ça allait contre le consensus qui avait prévalu dans les deux partis, enfin les deux grands partis de gouvernement depuis la guerre. C'est-à-dire le welfare state mise en œuvre immédiatement après la guerre par le gouvernement travailliste d'Attlee, et puis le modèle social, le modèle social, plus une gestion économique de type keynésien, avec des hauts et des bas, c'est précisément ce qu'elle a cherché à combattre. Et parce que ça s'était mal terminé, il faut bien dire, avec le gouvernement de Heath de 1970 à 1974, et également avec le gouvernement Callaghan de 1974 à 1979. Alors, vous vous interrogez dans votre livre sur son bilan, et cette question évidemment demeure, elle est relancée au jour de sa mort. Est-ce qu'elle a fait plus de bien ou plus de mal à son pays? C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'à court terme, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Le redressement économique n'est pas venu tout seul et a mis du temps à venir. Et par contre, on peut considérer qu'elle a facilité la tâche des premiers ministres qui lui ont succédé, et notamment au gouvernement travailliste de Tony Blair et de pour Brown. Cameron aujourd'hui, on a l'impression que son héritage le plus vivace, c'est l'europhobie. Exactement, exactement. Mais une europhobie d'ailleurs qu'elle avait très bien décrite dans le fameux discours de Bruges, où elle donnait en quelque sorte son testament européen, puisque ce discours de Bruges avait été prononcé à peu près un an avant qu'elle soit démise par son parti. Barack Obama a déclaré aujourd'hui que l'Amérique perdait sa meilleure amie. On ne peut pas en dire autant de l'Europe. Non, absolument pas. Encore qu'elle avait une vision européenne. Sa vision européenne, c'était le libre marché. Et tant qu'on a travaillé à fabriquer ce libre marché, ce marché intérieur qu'elle souhaitait, elle a été assez positive, assez constructive. Oui. Elle a été, par contre, elle était négative. D'abord, dans la première période, au sujet du budget européen, et vous avez rappelé le problème de My Money Back, etc. Et puis, dans une deuxième, une fois mis en place le marché intérieur, alors elle s'est à nouveau mobilisée, et en particulier contre le fantôme de la monnaie unique. Ouais, alors le fait de ne pas avoir été aimé durant sa carrière politique et sa longévité au 10 Downing Street ne lui a pas pesé. C'était au-delà de ses considérations personnelles. Je pense quand même qu'elle n'a pas été aimée par une partie de la population, mais elle a quand même été approuvée. Elle a gagné trois élections de suite. Oui, c'est vrai, on le rappelle. 11 années de présence. Oui, 11 et demi même. 11 et demi. Merci beaucoup, Jacques Leruez. Donc, Thatcher, la dame de fer, merci beaucoup d'être venu ce soir parmi nous. Le débat sur le mariage gay qui a repris au Sénat aujourd'hui se devait d'évoquer les coups d'éclat de certains de ses opposants, ainsi la voiture de la sénatrice Esther Benbassa qui a été vandalisée, ou encore l'espace culturel des Blancs-Manteaux à Paris qui a été assiégé par des manifestants que l'on a vu parfois masqués. Une plainte a été déposée d'ailleurs. Marie Brémaud. C'est une reprise de séance sous haute tension à l'heure d'une radicalisation certaine des opposants au mariage homosexuel. Bon, allez. Bonjour. David Assouline est le premier à prendre la parole pour un rappel au règlement. Mais on ne peut pas continuer à discuter de façon libre si un climat est entretenu à l'extérieur qui dépasse toutes les bornes. Des mots censés apaiser les esprits dans l'hémicycle, mais l'opposition monte au créneau et répond avec virulence. S'il y a des débordements que je condamne, moi aussi, monsieur Assouline, mais quand même, je condamne ces débordements, mais moi j'y vois une responsabilité de votre part, parce que dès le départ,
vous n'avez pas voulu un grand débat national. Eh bien, les gens, ils s'expriment comme ils peuvent. Le débat prend alors une autre tournure avec la sortie éloquente de Jean-Pierre Raffarin. On est bien loin du mariage pour tous. La tribune devient un prétexte à la contestation générale. Mais vous verrez un jour, si aujourd'hui, alors que les classes sociales vous ont lâché, qu'un certain nombre de gens sur le plan moral vous lâchent, si vous n'avez comme soutien que ceux qui vous soutiennent sur ce texte, un jour, vous serez seul devant le pays. Une parenthèse enflammée avant une reprise des débats plus sereine et le rejet de l'union civile défendu par l'opposition. Voilà, et donc nous retrouvons Delphine Girard dans l'hémicycle. Les sénateurs, on l'a dit, ont rejeté tout à l'heure l'union civile proposée par la droite. Et ils se dirigent maintenant qu'un Delphine, vers le vote de l'article 1er. Oui, on rentre enfin, Michel, si on peut dire, dans le vif du sujet avec l'examen de cet article 1er qui, je vous le rappelle, ouvre le mariage mais aussi l'adoption aux couples de même sexe. Alors, comme l'a dit Marie Brémaud dans son reportage, eh bien, une grande partie de l'après-midi a été consacrée à l'examen de la contre-proposition du groupe UMP au Sénat qui proposait donc une union civile comme substitution au mariage pour les couples de même sexe. La droite a bataillé tout l'après-midi pour imposer cette contre-proposition. En vain, elle a été rejetée par 179 voix contre 157. En tous les cas, l'article 1er va susciter de nombreux débats, puisque là, il y a beaucoup de prises de parole en ce moment. La séance continue et il faudra attendre certainement ce soir, voire demain, en début d'après-midi, pour avoir un vote définitif sur cet article 1er. Merci Delphine Girard. L'Alsace ne servira pas d'exemple pour simplifier le fameux millefeuille territorial. Le non, avec une forte abstention par ailleurs, l'a emporté lors du référendum d'hier. La région garde ses structures, notamment ces deux départements qu'avaient défendu sur place Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, seuls leaders nationaux à s'être impliqués dans la campagne. Jérôme Rabier. Dès l'annonce du résultat hier soir, Philippe Richer, président du conseil régional d'Alsace et principal promoteur du projet de fusion, est venu reconnaître, la gorge serrée, l'échec de la consultation. Le sentiment d'un grand gâchis. Le sentiment que nous allons reporter pour des années, des décennies peut-être. Le choix d'aller dans cette direction de l'union. Pour les opposants à la fusion de la région et des deux départements en une collectivité unique d'Alsace, c'était en revanche l'heure de régler les comptes de la campagne. C'est l'échec de Philippe Richert, c'est aussi pour moi l'échec de trois présidents qui n'ont jamais su s'entendre et qui finalement ont essayé de nous faire croire qu'en disant oui aujourd'hui, tous les problèmes des Alsaciens seraient d'un coup de baguette magique réglés. On ne peut pas berner les électeurs. Les électeurs ont en effet envoyé un message clair. Si le oui l'a emporté dans le Bas-Rhin, la mobilisation n'aurait pas suffi à faire adopter le projet. Et dans le Haut-Rhin, c'est même le non qui l'emporte, à la surprise générale avec plus de 10 points d'avance. À l'heure de tirer les leçons de ce rejet, les défenseurs du projet rejettent la faute sur le climat politique actuel. Peut-être aussi un manque de confiance dans la politique en général. C'est vrai que les derniers jours ont été rudes et ont jeté le discrédit sur l'action politique. La participation est restée quand même très, très faible. L'affaire Cahuzac a pu avoir un effet sur la mobilisation, mais elle ne saurait à elle seule expliquer les bureaux de vote quasi déserts aperçus hier en Alsace. Il était également compliqué d'intéresser les électeurs sur un sujet technique de fusion de collectivités, alors même que l'urgence économique monopolise les esprits. Je pense qu'il y a d'autres soucis. Il y a le chômage, il y a les emplois, il y a la crise économique. Pour expliquer la victoire du non dans le Haut-Rhin, la peur que tout se décide à Strasbourg peut aussi être avancée. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, oui, parce que voilà, je suis alsacienne, mais je suis orinoise avant tout. Et puis j'estime que chacun doit garder son chez-soi. Voilà. Le projet de fusion est en tout cas enterré. Seul l'acte 3 de la décentralisation pourrait désormais venir le réveiller. Et Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Décentralisation, sera l'invitée de Sonia Mabrouk à 22h sur Public Sénat. François Hollande cherche à sortir par le haut du scandale Cahuzac. Il veut formuler expressément il y a quelques instants par Harlem Désir un soutien politique unanime à son projet de loi sur la moralisation. Le texte étant en préparation, il sera présenté le 24 avril au Conseil des ministres et le 15 de ce mois, le patrimoine des élus, des ministres sera publié. D'ailleurs, dès ce matin, certains ont pris les devants. Mathilde Bélanger.
La première à s'être pliée à l'exercice, c'est Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées. Sur son blog, elle déclare posséder une maison et 2 appartements, une assurance vie, plusieurs comptes en banque et 2 voitures, le tout évalué au centime près. Un élan de transparence suivi par plusieurs parlementaires, à droite Laurent Wauquiez et Philippe Dallier notamment. Cet après-midi, c'est Europe Écologie Les Verts qui a décidé de rendre publiques les déclarations de patrimoine de certains de ses cadres, dont les ministres Cécile Duflot et Pascal Canfin. Moi, je me sens taché, souillé en quelque sorte par l'affaire Cahuzac, alors que je n'ai rien à me reprocher. Et donc, à partir de là, comme je constate qu'il y a un lien de confiance qu'il faut rétablir, ça passe par la déclaration sur le patrimoine. Mais encore une fois, c'est un symbole d'une volonté d'agir. Ce n'est absolument pas la seule mesure qu'il faut prendre. Cet exercice, tous les ministres devront y passer d'ici le 15 avril, a prévenu Matignon cet après-midi. L'exécutif promet des mesures choc pour moraliser la vie politique, manière sans doute de désamorcer toute nouvelle polémique. Selon Philippe Marini, ces déclarations de patrimoine sont un alibi pour le gouvernement. Je crois qu'il faut se garder de vouloir clouer au pilori tous les élus. Si le mouvement de transparence peut tout à fait se comprendre, s'il est assurément dans l'esprit de notre temps, il faudra qu'il aille plus loin et qu'il s'applique aussi à d'autres catégories. Le projet de loi sur la moralisation sera présenté le 24 avril devant le Conseil des ministres pour une adoption prévue avant l'été. Et François Fillon dévoilera, lui, ce soir, son patrimoine. Avec nous, donc, Jean-Vincent Placé, bonsoir. Bonsoir. Président du groupe écologiste au Sénat. Et puis Catherine Tasca est avec nous, sénatrice socialiste des Yvelines. Et vous présidez le comité de déontologie du Sénat, qui planche sur ces questions depuis déjà plusieurs années. Est-ce que d'abord, tous les deux, vous êtes prêts, je crois que vous avez déjà répondu, Jean-Vincent Placé, à tout mettre sur la table, vos comptes en banque, votre patrimoine immobilier? Oui, Catherine Tasca. Sans aucun problème. C'est un exercice que nous faisons en début de mandat et en fin de mandat. Pour ceux qui sont assujettis à l'ISF, eh bien, chaque année, on a à refaire l'évaluation, la présentation de son patrimoine. Oui, mais là, ça va tomber dans le domaine public. Oui, alors là-dessus, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit une démarche légale et qui s'impose à tous. Je dois dire que les initiatives individuelles qui consistent à dire « moi je suis plus blanc que blanc », ça ne sert pas l'image collective du monde politique. Je pense qu'il y a urgence, en effet, à fixer des règles légales et que chacun s'y plie. On n'est pas dans le domaine d'un arbitraire individuel. Vous avez des réserves sur les démarches. Jean-Vincent Placé va pouvoir vous parler, sachant que Noël Mamère, aujourd'hui même, critique une course à la vertu. Il pense qu'il n'y a pas de réponse individuelle à ces difficultés de moment, mais une réponse collective. Alors d'abord, sur cette transparence, Jean-Vincent Placé. Je crois que de façon générale, le maximum de transparence est souhaitable. Voilà, donc ça c'est un premier élément sur tout à la fois qui on est, sur le parcours, parce que la réalité fait aujourd'hui qu'on est quand même attendu sur les faits personnels, et moi je le dis aussi, c'est quelque part un des méfaits de la Ve République, parce qu'on a tellement focalisé sur l'élection présidentielle, la personnalisation, voilà, on en arrive à un moment où avec les échecs depuis 30 ans des différentes politiques économiques et sociales, avec une forme de désespérance des Français qui ne croient plus en grand-chose et peu voilà, à l'action politique. Hein. Je vois les sondages quand on demande aux jeunes ce qu'ils voudraient faire. Alors la politique, ça arrive quand même très très loin et c'est quand même quelque part dramatique, hein, il faut dire les choses. Et depuis cette affaire Cahuzac, il fallait, je pense, donner un symbole. C'est ce qu'a dit Pascal Canfin très bien. Moi, je suis d'accord avec toi, Catherine. C'est pas la fin en soi de cette histoire de transparence, mais au moins les choses sont claires. Et puis moi, je vais te le dire aussi à titre personnel, j'ai été extrêmement heurté depuis 5 jours. Des retours qu'on a des administrés, de nos concitoyens dans les circonscriptions. Et à un moment, moi, ça va. J'ai pas envie de passer pour le gars assis sur un tas d'or, alors que ça fait 25 ans que je suis un militant politique. Et voilà, vous mettrez tout sur la table, y compris par exemple. Moi, c'est sur mon site internet, donc j'invite tout le monde à y aller. Et sur le site internet du parti Europe Écologie Les Verts. Et d'ailleurs, je le dis, je crois que c'est pas une question de parti. Hein, je suis d'accord avec toi. Il faut pas essayer de diviser en disant surtout, on va la laisser parler. Mais non, mais juste un mot pour dire qu'en revanche, c'est juste un symbole et qu'il faut aller bien au-delà avec plus
de législation, déjà sur le sujet évasion fiscale, fraude fiscale, parce que c'est ça le sujet Cahuzac, et puis par ailleurs une autre forme de rénovation de la vie démocratique de notre pays, mais qui passe par des réformes profondes. Alors on va en parler parce qu'on va sur la proportionnelle. On va lever le voile notamment sur ce projet de loi qui est annoncé sur la moralisation de la vie publique. Catherine Tasca, Jérôme Cahuzac aussi, lui, comme vous, parlementaire, il avait déclaré, il avait fait même une déclaration de déontologie en entrant au gouvernement. Apparemment, sur le papier, il était irréprochable. Donc on peut tout à fait livrer des éléments à la connaissance du public et puis mentir. Non, mais aucune loi ne remplacera l'éthique personnelle. Il faut en être bien certain. Par contre, la loi doit mettre des garde-fous, elle doit imposer des règles communes à tous. Ça n'est pas une question de bonne volonté individuelle ou de plus ou moins de vertu des uns et des autres. Il faut des règles dans ce domaine et il faut aussi des moyens de contrôle. En ce qui concerne l'évasion fiscale, qui est au centre quand même du débat d'aujourd'hui autour de Cahuzac, il est clair que notre administration n'est pas équipée suffisamment pour exercer un véritable contrôle. Et il est clair aussi que les gens qui remplissent un certain nombre de fonctions publiques doivent être soumis à ce contrôle et je dirais être soumis régulièrement, pas simplement... Alors, on évoque l'idée d'une haute autorité pour vérifier justement la probité, la transparence des élus. Est-ce qu'il faut interdire, selon vous, le cumul entre une fonction d'élu et puis une activité dans le privé, par exemple ? Et on évoque notamment la profession d'avocat d'affaires. Oui ou non ? Moi, je pense qu'il faut préciser les incompatibilités, interdire tout cumul avec une activité privée. Moi, je dis attention, parce que je ne souhaite pas que l'ensemble des élus de la République soient seulement des fonctionnaires, par exemple, ou que ce soit des gens qui n'ont jamais exercé d'activité privée. Donc, chacun entre en politique avec son bagage, mais il y a là aussi des limites à mettre. Je pense que la question des avocats d'affaires est une vraie question. Jean-Vincent Placé, à l'évidence, c'est le moyen pour un élu de gagner de l'argent en plus. Quoi, vous savez, il y a beaucoup d'incompatibilités avec le mandat de parlementaire. Et bizarrement, ce sont parmi les professions les plus représentées au Parlement que, justement, il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que chacun s'est dit, dans les républiques successives, on va se protéger. Ce sont les avocats, ce sont les médecins, ce sont les professeurs d'université. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui ces possibilités d'être parlementaire, maire et exercer une profession d'avocat, de consultant. Bon, c'est pas possible. On voit bien que ça emmène à toutes les possibilités. On en a parlé pour M. Copé, M. Fillon qui avait fait une petite disposition ad hoc pour que les parlementaires puissent rentrer en profession d'avocat même s'ils n'avaient pas les diplômes. Enfin, tout ça donne une très très mauvaise image. La profession d'avocat a été simplifiée ces dernières années pour les parlementaires. À Catherine, parce que je sais qu'elle y est sensible aussi, c'est que le message politique, juste avant de partir au Maroc du président, de dire oui, il faut changer les choses, et puis on fait le non-cumul des mandats à la fin du quinquennat, franchement, c'est lamentable. Le Parti socialiste a dit qu'il ferait le non-cumul des mandats après les législatives de la dernière fois. Donc il faut le faire, c'est extrêmement important. Toute la question est de savoir si le non-cumul des mandats mais tous ces signes-là, il faut les donner. quelque chose à voir avec l'exemplarité et la probité. Mais alors on va parler quand même du cumul des fonctions, entre fonctions d'élus et fonctions professionnelles, puisque le vice-président PS du Sénat, Didier Guillaume, fait des propositions assez radicales. C'est ce qu'on voit tout de suite avec Nathalie Guillouard. Faut-il interdire aux parlementaires d'exercer leur profession ? Oui, selon Didier Guillaume, et pour tous les métiers, y compris ceux les moins concernés par les conflits d'intérêts. Je pense qu'il faut le mettre pour toutes les professions. Si on veut que la vie politique, parlementaire, soit la plus nette possible et que les parlementaires travaillent, alors il faut qu'ils soient présents au Parlement et dans leur circonscription et qu'ils n'aient pas la tête ailleurs. Pour cette sénatrice, la proposition est radicale. Il faudrait plutôt faire au cas par cas pour mieux lutter contre les conflits d'intérêts. Je ne vois pas pourquoi on interdirait à un parlementaire d'être agriculteur, dentiste. Je ne vois pas où est le problème. Et puis il y a des professions qui incitent les conflits d'intérêts ou qui peuvent les provoquer. Je pense notamment aux avocats et à différents conseils, etc. Alors tout interdire d'emblée, je ne suis pas sûre que ce soit la solution. Côté UMP, on écarte complètement l'idée du sénateur Didier Guillaume. Avec le statut actuel de l'élu, ne plus exercer sa profession est inconcevable. C'est bien beau d'interdire à quelqu'un de travailler. Vous êtes parlementaire à 40 ans. Vous n'êtes plus parlementaire à 45 ans.
Alors que se passe-t-il? Comment vivez-vous? Comment faites-vous vivre votre famille? Comment fait-on face aux charges de la vie quotidienne? Face aux doutes et aux critiques, le gouvernement accélère le rythme. Le projet de loi de moralisation de la vie politique sera dévoilé le 24 avril en Conseil des ministres. Et la question du nouvelobs.com, partenaire du 19h, faut-il interdire donc aux parlementaires d'exercer leur profession durant leur mandat? Vous avez répondu oui à 75%. J'aimerais vous interroger maintenant, au-delà des questions de moralisation, est-ce que François Hollande doit opter pour une autre orientation économique? Maintenant, c'est un discours qu'on entend au PS également, et pas seulement à la gauche du PS, Catherine Tascar. Votre réponse? Non, je pense que pour le moment, nous n'avons pas les résultats que nous escomptions et le contexte économique et social est profondément détérioré. Donc cela pose à un gouvernement, et en particulier donc au nôtre dans la situation actuelle, la question de ses priorités, alors des mesures vous pensez que l'objectif des 3% de déficit doit demeurer ou une priorité, ou est-ce qu'il faut relâcher un petit peu la pression sur les déficits? Moi, je pense que c'est un bon objectif à long terme, mais qu'il ne faut pas se priver des moyens d'agir pour, comme vous le dites, desserrer un petit peu la pression, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est celui de la relance. Et nous n'y sommes pas pour le moment. Alors Jean-Vincent Plesseux, vous avez eu des mots très durs encore récemment sur l'action menée depuis l'alternance. Je rappelle qu'il y a 2 ministres de votre mouvement. Oui, qui font bien leur travail, mais qui évidemment ne sont pas au cœur du dispositif économique et social. Voilà, c'est ça la réalité. Le ministère de l'économie, de l'industrie, du travail, ce sont les socialistes. Bon, ils ont gagné les élections présidentielles, soit. Mais très sincèrement, qui pensait, en votant pour François Hollande, que nous allions avoir cette politique européenne, cette politique industrielle avec le crédit d'impôt compétitivité, cadeau de 20 milliards non critérisé pour les entreprises? Qui pensait que nous allions avoir l'accord national interprofessionnel là, qui libéralise davantage encore le marché du travail et qui est salué par Mme Parisot, par Mme Bernasconi? Cet accord, c'est formidable, c'est la seule chose qui fait synthèse de tous les candidats à la présidence du MEDEF, ils en sont tous très contents. Enfin, 3 syndicats de salariés également, oui, l'ont approuvé. Oui, mais je constate quand même que l'absence de rapport de force qu'on a mis dans la discussion avec l'Allemagne au sein de la relance économique européenne, le fait que le pacte de croissance, où est-il ce pacte de croissance? Le fait qu'effectivement on s'était fixé des objectifs 3%, 0,8, que tous ces objectifs s'éloignent, moi je le dis très, très aisément, il nous faut un changement de cap politique, économique et sociale. Et écologique, évidemment. François Hollande garde les prérogatives du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il est le maître du calendrier. Oui, je voudrais dire surtout qu'il n'y a pas de changement de cap radical à 180 degrés. Il faut être sérieux. Il y a des ajustements à opérer. Il y a très certainement à trouver un certain nombre de mesures qui enclenchent le bon mouvement, mais pas un changement de cap, ça n'aurait aucun sens. Là, voilà, une divergence 10 mois après l'élection du président de la République. Une divergence très claire autour de cette table qu'on doit retrouver donc autour de la table du Conseil des ministres, si on en croit les demandes faites récemment par Cécile Duflot un mercredi matin. Je vous pose interroger sur François Hollande. Est-ce que son quinquennat est définitivement plombé par le scandale Cahuzac? Oui ou non? Non, on ne peut jamais d'abord dire qu'un mandat est définitivement plombé. Je le répète, il a été élu au mois de mai de l'année dernière et nous sommes au début du mois d'avril. Un an après. Oui, d'accord, mais jamais il n'y a eu un contexte aussi difficile. Donc le quinquennat n'est pas plombé. Par contre, l'affaire Cahuzac est dramatique pour la vie politique en général, pour les socialistes bien évidemment, mais pour la vie politique en général. Vous gardez espoir quand même pour la suite du quinquennat, Jean-Vincent Plesseux. C'est pour ça d'ailleurs que nous faisons de la politique, c'est parce que nous avons l'espoir. C'est pour ça d'ailleurs que nous continuons à être au sein du gouvernement. Et puis d'ailleurs, moi je vais prendre le président de la République à ses propres mots. Il a dit qu'il y aurait des résultats à la fin de l'année. Bon, bah, très bien. L'inversion de la courbe du chômage. Très franchement, j'y crois pas beaucoup. Mais s'ils ne sont pas là à la fin de l'année, il faudra vraiment changer de politique. Peu de chance de ce côté-là, avec la révision à la baisse de la croissance, notamment pour cette année et même pour l'an prochain, qui ne suffira pas à créer de l'emploi dans notre pays. Merci beaucoup à tous les deux. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Demain à 18h, preuve par 3. Notre invitée sera Marine Le Pen, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir.
l'égalité des droits. Nous ferons au premier semestre 2013, avec Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, le mariage pour tous et l'adoption pour les couples homoparentaux. En France, ce texte est en train de fracturer la société française. C'est un texte qui, à mes yeux, méritait un référendum. C'est une question de société, mais c'est aussi une question économique et sociale. Dès lors qu'il s'agit de la nature, on ne peut pas la changer, et me semble-t-il, on ne peut pas parler de la même manière d'égalité. Je rappelle que ce texte a été placé sous le sceau de l'exigence d'égalité, tel que indiqué très clairement par le président de la République et par le Premier ministre. Cette semaine, le Sénat examine la loi pour le mariage pour tous. Suivez plus de 30 heures de débat sur Public Sénat et publicsénat.fr.